Bonjour et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast qui explore les grandes figures de l'histoire, celles qui ont marqué leur époque et continuent de fasciner la nôtre. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de feuilleter un vieux grimoire, non, on va plonger dans un véritable roman, une épopée digne des plus grands écrans. On va parler de Cléopâtre. Ah, Cléopâtre, rien que le nom évoque une suite d'images. Des serpents, des pharaons, des amours tragiques, des barges dorées voguant sur le Nil, des intrigues de palais. On la connaît, on croit la connaître. La femme fatale par excellence, celle qui a ensorcelé les deux hommes les plus puissants de son temps, Jules César et Marc-Antoine, et qui a fait chavirer un empire. Mais est-ce vraiment tout ce qu'elle était? Une simple séductrice? Loin de là, mes amis. Cléopâtre Thea Philopator, de son nom complet, était bien plus qu'une beauté légendaire. C'était une reine, la dernière pharaone d'Égypte, une stratège politique hors pair, une intellectuelle polyglotte, et une souveraine qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour l'indépendance de son royaume face à la puissance écrasante de Rome. Alors, installez-vous confortablement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette femme extraordinaire, non pas comme une figure figée dans le marbre, mais comme une femme de chair et de sang, propulsée dans un tourbillon politique et amoureux qui allait changer le visage du monde antique. Pour comprendre Cléopâtre, il faut d'abord situer son époque. Nous sommes au 1er siècle avant notre ère. L'Égypte n'est plus l'empire millénaire des pharaons bâtisseurs de pyramides. Elle est dirigée par la dynastie des Ptolémées, fondée 3 siècles plus tôt par l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Ce sont des Grecs macédoniens, et ils se sont accrochés à leur trône avec une ténacité et une violence légendaires. Les mariages entre frères et sœurs sont monnaie courante pour préserver le sang royal. Les complots et les assassinats au sein de la famille sont le quotidien. C'est dans ce nid de vipères que naît Cléopâtre, en 69 avant Jésus-Christ. Fille du pharaon Ptolémée XII, dit Olette, le joueur de flûte, un souverain plutôt incompétent et impopulaire, qui passe son temps à flatter Rome pour garder son trône. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre est éduquée selon les standards de la culture hellénistique. Elle ne parle pas moins de 7 ou 8 langues, dont le grec bien sûr, mais aussi le latin, l'hébreu, et, fait exceptionnel pour sa lignée, l'égyptien ancien. Elle est versée dans la philosophie, la rhétorique, les mathématiques, l'astronomie. Une véritable intellectuelle, ce qui, croyez-moi, était un atout bien plus précieux que sa seule beauté. Quand son père meurt, en 51 avant notre ère, elle monte sur le trône à 18 ans. Et là, l'héritage est lourd. Un royaume riche mais affaibli, divisé, endetté auprès de Rome, et surtout, un frère plus jeune, Ptolémée XIII, qu'elle est censée épouser selon la tradition ptolémaïque et avec qui elle doit régner. Bien sûr, ça ne va pas durer. Les conseillers de son jeune frère, jaloux de son intelligence et de son charisme, la chassent du pouvoir et l'obligent à fuir. Imaginez la scène, une jeune reine, à peine sortie de l'adolescence, se retrouve exilée, dépossédée, menacée de mort par sa propre famille. Que faire? Baisser les bras? Certainement pas. C'est là que l'histoire, avec un grand H, décide de lui tendre la main, sous la forme d'un homme qui, lui aussi, a l'habitude de se battre pour le pouvoir, Jules César. Nous sommes en 48 avant notre ère. César, après sa victoire sur Pompée à Pharsale, débarque en Égypte. Pompée, vaincu, s'y était réfugié, espérant trouver asile. Mais les conseillers de Ptolémée XIII, par opportunisme, l'ont lâchement assassiné pour plaire à César. Une erreur monumentale. César est un homme d'honneur, et cet acte le révulse. Il s'immisce alors dans les affaires égyptiennes, officiellement pour régler la succession et recouvrer les dettes. Cléopâtre, qui campe aux portes d'Alexandrie avec ses partisans, voilà sa chance. Mais comment atteindre César, bien gardé par les troupes de son frère? C'est là que sa légende prend un tour hollywoodien. Elle se fait enrouler dans un tapis ou un sac de literie selon les sources, et livrée discrètement à César dans ses appartements. Imaginez la stupeur de César. Il déroule le tapis, et là, au lieu d'une marchandise quelconque, apparaît une jeune femme magnifique, certes, mais surtout d'une audace folle, d'un aplomb incroyable, qui se tient devant lui, seule, pour plaider sa cause. C'est un coup de maître. Elle ne joue pas seulement sur son charme, elle joue sur son intelligence, sa capacité à argumenter, à manipuler, à séduire son interlocuteur par l'esprit. César est conquis, pas seulement amoureusement, mais politiquement. Il voit en elle une souveraine brillante, capable de stabiliser l'Égypte et d'en faire une alliée fidèle de Rome. En quelques mois, César rétablit Cléopâtre sur le trône, élimine son frère et ses partisans, et passe près d'1 an avec elle. 1 an de faste, de banquets, de croisières sur le Nil. C'est durant cette période qu'elle donne naissance à un fils, Ptolémée XV, que les Égyptiens surnomment Césarion, Petit César. Un héritier qui, dans les rêves de Cléopâtre, aurait pu un jour unifier les deux plus grandes puissances du monde, Rome et l'Égypte. Quand César retourne à Rome, Cléopâtre le suit, accompagné de Césarion et de sa cour.
À Rome, elle est à la fois fascinante et scandaleuse. Elle vit dans la villa de César, une reine étrangère à ses côtés, ouvertement. C'est une provocation pour la vieille aristocratie romaine, attachée à ses traditions et méfiante envers cette orientale. Pourtant, elle tient son rang, reçoit les plus grands intellectuels, et assiste au triomphe de César. Elle est une alliée, une femme puissante à part entière. Mais le destin, une fois de plus, frappe à sa porte de manière brutale. En mars 44 avant notre ère, Jules César est assassiné. Le monde de Cléopâtre s'écroule. Elle perd son protecteur, son amant, le père de son fils. Elle doit fuir Rome en toute discrétion, regagner l'Égypte pour consolider son trône et attendre son heure. Rome est plongée dans une nouvelle guerre civile, et elle sait qu'elle devra choisir son camp. Après l'assassinat de César, 3 hommes se partagent le pouvoir à Rome. Octave, le jeune héritier adopté de César. Lépide, un général vieillissant, et Marc-Antoine, le fidèle lieutenant de César, un homme flamboyant, bon vivant, mais aussi un guerrier redoutable. C'est avec ce dernier que Cléopâtre va écrire la seconde partie de sa légende. Marc-Antoine est envoyé en Orient pour organiser les provinces et lever des fonds pour la guerre civile. Il convoque les souverains locaux à Tarse, en Cilicie, pour leur demander des comptes. Cléopâtre sait qu'elle doit marquer le coup. Elle ne va pas le rejoindre comme une simple vassale soumise. Non, elle prépare une entrée en scène digne d'une déesse. Plutarque, l'historien grec, nous en fait un tableau saisissant. Elle arrive sur une péniche dorée, le pont garni de voiles de pourpre, d'avirons d'argent, qui battaient la mesure au son des flûtes et des lyres. Elle-même, vêtue comme Aphrodite, la déesse de l'amour, est allongée sous un débrodé d'or. Des servantes, déguisées en Néréides et en Grâce, les vantent. Des esclaves, en forme de amour, agitent des parfums. Les rives sont enivrées d'encens. Marc-Antoine l'attend à terre, mais c'est lui qui est obligé de la rejoindre sur sa barge. Encore une fois, l'effet est stupéfiant. Cléopâtre ne cherche pas seulement à séduire, elle veut impressionner, montrer sa puissance, sa richesse, son indépendance. Et elle y parvient. Marc-Antoine tombe sous son charme, ou plutôt, sous son emprise politique. Il passe l'hiver 41 à 40 avant notre ère à Alexandrie, dans un faste démesuré. Il délaisse ses devoirs romains pour les délices de la cour égyptienne, et de cette union naissent des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Leur relation est une alliance de pouvoir. Antoine voit en l'Égypte une base arrière stratégique et une source de richesses inépuisables pour ses ambitions orientales. Cléopâtre, elle, y voit la possibilité de restaurer la grandeur de l'Égypte ptolémaïque, d'étendre son influence sur toute la Méditerranée orientale, et peut-être même de concurrencer Rome. Elle rêve d'un grand royaume hellénistique oriental. En 34 avant notre ère, lors des célèbres donations d'Alexandrie, Antoine proclame Cléopâtre, reine des rois, et distribue à leurs enfants des royaumes conquis, notamment la Syrie, la Cilicie, une partie de l'Arménie. Césarion est même proclamé roi des rois et co-souverain de sa mère. C'est une déclaration de guerre ouverte à Rome, ou du moins à Octave, qui voit là une trahison de l'idéal romain et une menace pour son propre pouvoir. La propagande d'Octave se déchaîne. Cléopâtre est présentée comme une sorcière orientale, une débauchée, une étrangère dangereuse qui a corrompu un grand Romain. Antoine est dépeint comme son esclave, un traître. La guerre est inévitable, une guerre non pas contre Marc-Antoine, mais officiellement contre Cléopâtre. Le conflit culmine en 31 avant notre ère, lors de la bataille navale d'Actium, au large de la Grèce. C'est un désastre pour Antoine et Cléopâtre. Pour des raisons encore débattues par les historiens, trahison, mauvaise stratégie, fuite paniquée de Cléopâtre, leur flotte est décimée. Ils parviennent à s'échapper, mais leur puissance est brisée. Le coup est terrible. Ils retournent à Alexandrie pour un dernier acte. Les troupes d'Octave les talonnent. Marc-Antoine, persuadé que Cléopâtre l'a trahi, ou qu'elle est morte, se suicide en se jetant sur son épée. Une fin tragique pour un homme qui avait rêvé de la gloire de César. Cléopâtre, elle, est capturée. Elle tente de négocier avec Octave. Elle met en œuvre toutes les ressources de son intelligence et de son charme pour le convaincre de la laisser régner, elle et ses enfants. Mais Octave est froid, calculatrice, impitoyable. Il sait qu'il doit la ramener à Rome pour son triomphe, pour l'exhiber comme un trophée et asseoir définitivement son pouvoir. Cléopâtre comprend, elle, l'héritière d'une lignée royale millénaire, ne sera pas humiliée. Elle ne marchera pas enchaînée dans les rues de Rome, acclamant son vainqueur. Elle prend une décision ultime, digne de la reine qu'elle a toujours été. En août 30 avant notre ère, elle se suicide. Comment? La légende veut que ce soit avec la morsure d'un aspide, un cobra égyptien, apporté dans une corbeille de figues. Une mort rapide, sans douleur, et symbolique. Le cobra était le symbole du pouvoir royal égyptien, présent sur le diadème des pharaons. En choisissant cette mort, Cléopâtre s'affirme une dernière fois en souveraine d'Égypte, et non en captive romaine. On la retrouve sur son lit, parée de ses plus beaux atours royaux.
Avec elle meurent 2 de ses servantes fidèles, qui ont choisi de la suivre dans la mort. Octave, furieux de ne pas avoir pu exhiber son illustre prisonnière, fait tuer Césarion, le fils de César, éliminant ainsi un rival potentiel. Les enfants de Marc-Antoine et Cléopâtre sont emmenés à Rome, élevés par Octavie, la sœur d'Octave, et disparaissent des radars de l'histoire. L'Égypte devient une province romaine, le grenier à blé de l'Empire. Ainsi se termine l'histoire de Cléopâtre, l'ultime pharaon d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'elle? Pas seulement l'image de la femme fatale. Derrière le mythe, il y a une souveraine visionnaire, brillante, qui a lutté désespérément pour l'indépendance de son royaume. Une femme capable d'une immense ambition, d'un courage à toute épreuve, et d'une intelligence politique rare. Elle a joué le jeu dangereux de la grande politique antique, un jeu où les enjeux étaient colossaux et où l'échec se payait au prix fort. Elle a perdu, oui, mais elle a perdu avec panache, en choisissant sa propre fin. Son histoire a traversé les siècles, inspirant les écrivains, les poètes, les peintres, les cinéastes. De Shakespeare à Elizabeth Taylor, Cléopâtre continue de nous fasciner, précisément parce qu'elle est cette figure complexe, pleine de contradictions, d'ombre et de lumière. La reine qui a osé défier Rome, et qui a préféré la mort à l'humiliation. Une légende, à n'en pas douter. Voilà, mes chers auditeurs, l'histoire de Cléopâtre, telle que je voulais vous la raconter aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a transporté, qu'elle vous a donné envie de regarder au-delà des clichés. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle page d'histoire dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. À très bientôt.